À la télévision, Mathieu Delormeau a longtemps donné l'image d'un homme qui savait exactement comment occuper l'espace. Il parlait vite, plaisantait, provoquait, assumait les débats et les regards. Dans un univers où l'on disparaît dès que l'on cesse d'être visible, il avait appris à rester au centre. Pourtant, lorsqu'il a commencé à raconter ce qui s'était passé loin des plateaux, une autre histoire est apparue. Pas celle d'un chroniqueur simplement fatigué par la télévision, mais celle d'un homme qui semble avoir passé une grande partie de sa vie à lutter contre une peur plus ancienne que sa carrière. La peur d'être abandonné, puis de ne plus savoir quoi faire de lui-même lorsque les autres s'éloignent. Pour comprendre pourquoi sa chute a pris une telle violence, il faut revenir bien avant TPMP, avant les contrats, les studios et la célébrité. Mathieu n'a que 9 ans lorsque sa mère meurt. Il a lui-même décrit cette disparition comme survenue au pire moment, à cet âge étrange où un enfant comprend parfaitement que quelqu'un ne reviendra plus, mais ne possède encore aucun outil pour organiser ce manque. Une mère qui disparaît à 9 ans ne laisse pas seulement une absence dans une maison. Elle peut aussi laisser une question qui accompagne toutes les relations futures. Si la personne qui devait rester n'est plus là, qui peut garantir que les autres resteront? Dans son cas, le deuil s'est mêlé à une phrase. Avant de mourir, sa mère lui aurait parlé de son père en lui disant qu'il ne l'aimait pas beaucoup. Mathieu a expliqué combien ces mots se sont installés en lui. Son père, avocat, continuait pourtant à l'élever. Il était présent dans les faits, mais l'enfant avait déjà reçu une autre version de cette présence. Il grandissait avec l'idée que l'homme qui s'occupait de lui pouvait, au fond, ne pas l'aimer vraiment. C'est là que le drame devient plus complexe qu'une simple relation difficile entre un père et son fils. La réalité quotidienne et la conviction intime ne racontaient pas la même chose. Mathieu a reconnu plus tard avoir fini par retourner cette conviction contre lui-même. Il a parlé d'une forme de rejet de soi, comme s'il avait appris très tôt à empêcher les autres de l'aimer, avant qu'ils aient la possibilité de le décevoir. Cette mécanique est importante parce qu'elle éclaire plusieurs épisodes qui viendront beaucoup plus tard. Lorsqu'un enfant pense qu'il n'est peut-être pas suffisamment aimable pour être choisi, la réussite peut devenir une preuve de valeur. On travaille. On séduit, on réussit, on devient indispensable. Mais la réussite ne répond pas toujours à la question initiale. Elle peut même la rendre plus difficile à entendre. Son adolescence n'a pas offert un refuge évident. Mathieu a décrit les années d'internat, le malaise lié à son corps très mince et la nécessité de cacher son homosexualité. Ces éléments ne sont pas équivalents, mais ils se rejoignent dans une même expérience, celle de devoir surveiller la manière dont on est perçu. À l'âge où beaucoup cherchent simplement leur place, lui devait composer avec le deuil, l'insécurité affective, le regard sur son apparence et un secret intime qu'il ne pouvait pas encore vivre librement. La solitude ne signifie pas toujours être physiquement seul. Elle peut aussi consister à être entouré tout en pensant qu'une partie essentielle de soi ne doit surtout pas être montrée. Des années plus tard, la télévision lui donnera exactement l'inverse, de la visibilité. Mathieu Delormeau devient un visage connu. Un homme dont la parole provoque des réactions immédiates. Le plateau lui offre ce que l'adolescence lui refusait. Un espace où l'on le regarde, où l'on l'écoute, où sa présence compte. Dans « Touche pas à mon poste », il s'installe dans un dispositif fondé sur l'exposition permanente. Chaque rire, chaque désaccord, chaque séquence peut devenir un sujet. Le paradoxe est que cet homme qui avait longtemps caché une part de lui-même va ensuite travailler dans un environnement où presque tout devient public. La réussite ne l'a pourtant pas protégé de l'épuisement. Mathieu a parlé d'un burn-out sévère, d'années d'anxiété, de périodes où sortir du lit devenait difficile et où la joie disparaissait. Ce contraste est essentiel. Le public voyait un homme actif, parfois excessif, capable d'occuper l'antenne pendant des heures, lui décrivait un organisme et un esprit qui n'arrivaient plus à suivre. La télévision récompense l'énergie visible. Elle ne montre pas nécessairement le prix payé lorsqu'une personne doit produire cette énergie tous les jours, même lorsque son état intérieur est à l'opposé de ce qu'exige le programme. Il a lui-même formulé une image particulièrement dure à propos de ce milieu. Selon lui, la caméra peut repérer ce qu'il appelle une sorte de tumeur psychologique et la faire grossir. Derrière la formule, il y a une idée très précise. La célébrité amplifie. Elle amplifie le besoin d'être aimé, l'ego, la peur du rejet, la dépendance au regard extérieur. Tant que l'audience est là, cette amplification peut ressembler à une victoire. Lorsque les invitations cessent, le même système peut se retourner contre celui qui en dépendait. Ce qui vous avait donné le sentiment d'exister peut soudain devenir la mesure de votre disparition. C'est ce
Le départ de TPMP en mai 2023 marque alors bien plus qu'un changement professionnel. Dans le récit qu'il a fait de cette période, plusieurs pertes se sont rapprochées jusqu'à devenir presque impossibles à séparer. Sa relation amoureuse s'effondre. L'homme avec lequel il partageait sa vie part. Dans le même temps, Mathieu perd sa place au sein de sa société de production, voit ses revenus diminuer et a le sentiment que le secteur qu'il avait longtemps accueilli ne veut plus de lui. Un seul de ces événements aurait pu être difficile. Ensemble, ils retirent presque simultanément l'amour, le travail, la stabilité financière et le sentiment d'appartenance. C'est là que l'histoire ancienne revient sans qu'il soit nécessaire de la répéter. La rupture amoureuse ne survient pas dans la vie d'un homme qui découvre pour la première fois l'abandon. Elle touche quelqu'un qui avait déjà associé très tôt l'amour à la possibilité d'une disparition. Mathieu a présenté cette séparation comme l'un des éléments déclencheurs de ce qu'il appellera sa descente aux enfers. Le compagnon n'était pas seulement un partenaire, il semblait être devenu un point d'appui dans une période où d'autres repères vacillaient déjà. Quand ce lien casse, il ne reste plus grand-chose pour absorber le choc. La réaction n'est pas spectaculaire au début, elle se passe surtout derrière des rideaux fermés. Mathieu raconte qu'il s'enferme chez lui, qu'il évite la lumière, qu'il coupe son téléphone, le place en mode avion. L'objet qui avait été pendant des années un instrument de travail, de contact et d'opportunité change totalement de sens. Désormais, un message ne promet plus un projet. Il ressemble à une menace. Il a expliqué que chaque notification pouvait être vécue comme une agression au point de préférer ne plus savoir qui cherchait à le joindre. Ce détail des rideaux fermés dit davantage que beaucoup de grands mots. À l'antenne, son métier avait consisté à être vu. Chez lui, il ne voulait plus que le jour entre. À l'antenne, il réagissait à tout. Dans son appartement, il cherchait au contraire à empêcher le monde de l'atteindre. Ce n'est plus seulement un homme qui se repose après une période difficile. C'est quelqu'un qui réduit volontairement son univers parce que chaque contact avec l'extérieur semble demander une énergie qu'il n'a plus. La maison devient un abri, puis un enfermement. C'est dans ce contexte qu'il se tourne vers la cocaïne et d'autres substances, selon ce qu'il a lui-même raconté de cette période. Il a comparé l'addiction à une relation toxique. La comparaison est révélatrice. Au début, la substance paraît offrir ce qu'une relation rassurante devrait donner. Une suspension de la douleur, un soulagement, quelques heures pendant lesquelles la peur recule. Puis la logique s'inverse, ce qui semblait calmer le mal-être l'alimente. L'isolement augmente, l'humeur s'effondre davantage, le corps paie le prix, et le besoin de reprendre le produit se mêle au désir de fuir les conséquences du produit précédent. Dans une telle spirale, les journées ne sont plus organisées autour d'un projet. Elles le sont autour de l'évitement. Éviter les appels, éviter les comptes, éviter les regards, éviter les questions auxquelles on ne sait plus répondre. Pour quelqu'un qui a longtemps vécu dans un milieu où la valeur professionnelle se mesure aussi à la demande dont on fait l'objet, le silence devient particulièrement cruel. Ensuite, Mathieu dira qu'au moment où il allait mal, il avait le sentiment que personne dans le monde de la télévision ne voulait travailler avec lui. Le problème n'était donc pas seulement de perdre des contrats, c'était de voir s'effondrer le miroir social qui lui avait renvoyé pendant des années l'image d'un homme recherché. Puis la crise sort de l'espace privé. Une garde à vue liée aux stupéfiants transforme ce qui pouvait encore être dissimulé derrière des portes closes en affaires impossibles à ignorer. Le basculement est violent. Le chroniqueur qui commentait autrefois l'actualité des autres devient lui-même un sujet. À cela s'ajoutent des blessures physiques qu'il a montrées ou évoquées, notamment une longue cicatrice abdominale et des marques au visage. Le corps commence à porter ce que la parole avait jusque-là réussi à contenir. Il n'est plus possible de présenter la période comme un simple passage à vide professionnel. Ce moment est aussi celui où la notion de contrôle se désagrège. La célébrité peut donner l'impression que l'on maîtrise son image parce que l'on sait comment parler, comment répondre, comment transformer une séquence en spectacle. Mais une addiction, une arrestation, une blessure ou une dette ne se plient pas facilement aux règles d'un plateau. Elles imposent leur propre temporalité. Et lorsque la personne a bâti une partie de son identité sur la capacité à tenir debout en public, reconnaître qu'elle ne tient plus peut être vécu comme une humiliation supplémentaire. La crise financière ajoute une dimension moins visible, mais particulièrement douloureuse dans son récit. Après avoir connu une vie confortable grâce à la télévision et à la production, Mathieu se retrouve confronté à la baisse brutale de ses revenus et aux dettes. L'argent, ici, n'est pas seulement un problème matériel. Il devient une mesure de la chute sociale. Celui qui pouvait autrefois travailler, gagner, décider et aider, se retrouve à devoir accepter de l'aide. Et cette aide vient notamment de son père. C'est peut-être l'un des renversements les plus cruels de toute cette histoire.
Pendant des années, Mathieu a porté en lui l'idée que son père ne l'aimait pas vraiment. Au moment où il se retrouve sans ressources suffisantes, c'est pourtant cet homme qui l'aide financièrement. Mathieu a dit combien il lui était difficile, à l'âge adulte, d'accepter d'être ainsi soutenu. Il pouvait ressentir cette situation comme une dépendance humiliante, presque comme la preuve qu'il avait perdu son autonomie. Mais en même temps, le geste du père venait heurter la croyance ancienne. Celui qu'il avait appris à considérer comme émotionnellement distant était encore là, quand beaucoup d'autres avaient disparu. Cela ne répare pas automatiquement une enfance, et cela n'efface pas une phrase prononcée des décennies plus tôt. Mais le sens change. L'enfant avait entendu « Ton père ne t'aime pas beaucoup ». L'adulte en crise voit son père intervenir lorsqu'il ne peut plus assumer seul sa situation. Entre ces deux réalités, il existe un espace que Mathieu a dû apprendre à regarder autrement. Peut-être que l'amour dont il doutait n'avait jamais pris la forme qu'il attendait. Peut-être aussi qu'une conviction installée très tôt était devenue si puissante qu'elle avait fini par filtrer tous les gestes ultérieurs. Ce renversement ne rend pas la suite facile. Sortir d'une addiction ne consiste pas simplement à décider que l'on ne consommera plus. Il faut retrouver des rythmes, des liens, une capacité à supporter le silence sans chercher immédiatement un produit ou une stimulation. Il faut aussi accepter ce que les épisodes précédents ont révélé. Mathieu ne pouvait plus raconter sa vie uniquement comme celle d'un homme fort mal compris par un milieu cruel. Il devait aussi reconnaître ses propres choix, sa vulnérabilité, les dégâts causés par la consommation et la part de lui-même qui avait cherché un refuge dans quelque chose qui le détruisait. Il y a également la question de la honte. Dans le show business, une crise personnelle ne reste pas forcément personnelle. Elle devient un titre, une vidéo, un commentaire, une archive que l'on peut ressortir des mois plus tard. Or, la honte aime précisément ce type de répétition. Chaque retour public peut réveiller la période que l'on voudrait dépasser. Chaque tentative de reprendre sa place peut être comparée à l'ancien statut. Mathieu doit donc se reconstruire dans le même espace qui avait contribué à faire grossir ses fragilités, devant un public. Lorsqu'il tente de revenir à la télévision à la fin de 2025 dans « Tout beau, tout neuf », le retour ne peut pas avoir le même sens que ses apparitions d'autrefois. Avant, être à l'antenne confirmait une ascension. Désormais, revenir signifie prouver qu'il est encore capable de travailler, de tenir, d'être fiable, et peut-être aussi de supporter de nouveau cette lumière qu'il avait fini par fuir jusque dans son appartement. Le plateau redevient un lieu de désir, mais aussi un test. Le problème est que les mécanismes du métier, eux, n'ont pas changé. La pression, l'ego, les tensions d'équipe et l'exposition restent présents. Sa relation avec Cyril Hanouna occupe alors une place ambiguë. Hanouna a été une figure centrale dans sa trajectoire télévisuelle, à la fois patron, partenaire de plateau et soutien décisif à certains moments. Une relation aussi forte peut être protectrice, mais elle peut aussi devenir épuisante lorsqu'elle concentre trop d'attentes. Dans le récit fourni, les tensions réapparaissent jusqu'en 2026 avec des conflits en coulisses et une suspension d'antenne après un différend avec un membre de l'équipe technique. Pour Mathieu, qui tente précisément de retrouver une stabilité, ces épisodes ne sont pas de simples incidents professionnels. Ils réactivent l'incertitude. Ai-je encore une place ici ? Et combien de temps peut-elle durer ? Mathieu a aussi découvert ce que la popularité ne garantit jamais, la fidélité. Quand il était au sommet, les contacts étaient nombreux. Quand les scandales, les problèmes judiciaires et les difficultés personnelles sont apparus, il a ressenti un grand silence autour de lui. Il a parlé de collègues qui ne l'appelaient plus, de portes qui se fermaient, du sentiment d'être devenu un risque plutôt qu'un atout. Mais c'est parfait, mais c'est ça, ils étaient toi, c'est des Rexner. Dans le monde de la télévision, cette évolution peut être extrêmement rapide. On ne vous dit pas toujours que vous n'existez plus. On cesse simplement de vous proposer quelque chose. Pour lui, ce silence devait avoir une résonance particulière. Toute son histoire est traversée par des départs. La mère qu'il perd enfant, l'amour dont il doute chez son père, l'identité qu'il cache adolescent, le compagnon qui s'en va, le travail qui disparaît, les collègues qui se taisent. Ce serait pourtant trop simple de réduire sa vie à une succession d'abandons. Ce qui frappe davantage, c'est la manière dont il semble avoir essayé de répondre à chaque perte par une forme de contrôle, réussir, travailler, être visible, couper le téléphone, fermer les rideaux, consommer, puis revenir. À chaque étape, il cherche une méthode pour ne plus subir ce qui lui arrive. Or, certaines douleurs résistent à cette logique. On ne contrôle pas la mort d'une mère. On ne contrôle pas entièrement ce qu'un enfant comprend d'une phrase. On ne peut pas obliger un partenaire à rester, ni un milieu professionnel à vous garantir éternellement une place. On ne peut pas non plus commander à une addiction de disparaître parce que l'on regrette ses conséquences.
C'est peut-être là que son récit devient plus humain que l'image du chroniqueur sûr de lui. Il a dû apprendre tardivement que la force ne consiste pas toujours à reprendre le contrôle, mais parfois à accepter ce qui ne peut pas être réparé de la manière dont on l'aurait voulu. La relation au père illustre précisément cette difficulté. Pendant longtemps, Mathieu a vécu avec une interprétation figée. Mon père ne m'aime pas assez. Puis la crise adulte introduit un fait qui ne correspond pas parfaitement à cette version. Le père aide. Il soutient financièrement son fils alors que celui-ci vit cette dépendance comme une atteinte à sa fierté. Le geste ne transforme pas soudain leur relation en histoire idéale. Il oblige simplement Mathieu à regarder une réalité plus compliquée que celle qu'il portait depuis l'enfance. C'est ce qui rend son retour si délicat. Pour se reconstruire, il ne peut pas simplement fuir ce qu'il aime. Mais il ne peut plus non plus prétendre que ce monde n'a aucun effet sur lui. Revenir à l'antenne signifie donc essayer d'établir une nouvelle distance avec un environnement qui, auparavant, occupait presque toute la place. Les tensions de 2026 montrent que cet équilibre reste fragile. Un conflit en coulisses peut rapidement prendre une dimension publique et réactiver les mêmes mécanismes de honte, de colère et de peur de l'exclusion. C'est aussi pour cette raison que le téléphone silencieux ou les rideaux fermés sont des images plus révélatrices que les studios remplis. Elles montrent un homme qui, pendant un temps, n'a pas seulement perdu une partie de sa carrière, il a perdu la circulation entre lui et le monde. Plus de lumière, moins d'appels, moins de rendez-vous, moins de raisons de sortir. La dépendance vient remplir artificiellement cet espace vide, puis l'agrandit. La récupération exige ensuite de rouvrir, au sens presque littéral, ce qui avait été fermé. Le retour ne gomme donc rien. Il ne fait pas disparaître l'enfant de 9 ans, ni l'adolescent qui se cachait, ni l'homme blessé par une rupture, ni celui qui a eu peur de son propre téléphone. Mais il place ces versions de Mathieu dans une situation nouvelle. Elles ne sont plus totalement secrètes. Lui qui avait longtemps construit une partie de son personnage public sur la maîtrise de la parole, a fini par utiliser cette parole pour montrer ce qu'il aurait autrefois préféré cacher. Ce changement n'est pas anodin. Être vu uniquement lorsqu'on brille est une chose. Accepter d'être vu après avoir chuté en est une autre. Au milieu de l'année 2026, son histoire n'a donc rien d'un récit parfaitement refermé. Il tente de retrouver une place professionnelle, mais cette place reste traversée par les mêmes tensions qui ont déjà épuisé son rapport à la télévision. Il a renoué avec l'antenne sans retrouver pour autant l'insouciance de l'époque où la visibilité semblait suffire à prouver que tout allait bien. La différence est peut-être là. Aujourd'hui, chaque retour porte aussi la mémoire de ce qu'il a perdu. Et lorsqu'on regarde son parcours à partir de ce point, la phrase de son enfance ne ressemble plus seulement à un souvenir cruel. Elle ressemble à une clé qui a longtemps faussé la lecture de tout ce qui suivait. Pendant des années, Mathieu a pu croire qu'il fallait mériter l'amour, mériter la présence, mériter la place. Puis, au moment le plus humiliant de sa vie adulte, celui qu'il pensait incapable de l'aimer suffisamment est encore là pour l'aider. Ce n'est pas une réparation parfaite, c'est quelque chose de plus inconfortable. La preuve que certaines convictions peuvent survivre beaucoup plus longtemps que les faits qui les contredisent. Il reste alors un homme qui essaie de vivre avec cette contradiction. L'écran continue de l'attirer, les conflits continuent de le fatiguer. Le besoin de reconnaissance ne disparaît pas simplement parce qu'on l'a compris et cède. Mais désormais, son histoire publique ne repose plus uniquement sur la performance. Elle contient aussi ce qu'il avait caché. La peur, la dépendance, l'endettement, la solitude, la honte d'avoir besoin des autres et cette ancienne sensation de ne jamais être complètement certain d'être aimé. Le dernier état de cette histoire n'est donc ni la gloire retrouvée, ni la chute définitive. C'est une position beaucoup moins spectaculaire. Mathieu Delormeau se retrouve encore devant les caméras, mais il sait désormais ce qui peut arriver lorsque toute la lumière vient d'elle. Et derrière ce retour demeure l'image inverse de celle qui avait marqué sa descente. Non plus un appartement plongé dans l'obscurité, parce que l'homme refuse d'ouvrir les rideaux, mais quelqu'un qui accepte de se remettre dans la lumière tout en sachant qu'elle ne peut plus, à elle seule, lui servir de refuge.